Bonjour mes chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour toujours parler dans cette série qui est consacrée à mon livre L'univers millefeuille, des 1001 secrets de la nature pour fabriquer le complexe à partir du simple et la beauté. Eh bien, nous allons parler du mécanisme qui est le plus performant de tous, c'est la sélection darwinienne, qui, au contraire des autres que je vous ai présentés dans les conférences précédentes, n'est pas universelle et on ne l'observe pas dans le cosmos, on ne l'observe que sur Terre, le seul endroit où nous connaissions la vie. Et l'évolution darwinienne, c'est vraiment le cœur de la vie. Je vais donc vous expliquer comment ceci peut fabriquer les êtres les plus sophistiqués jusqu'à l'être pensant à partir de choses très simples et finalement par un mécanisme, si je reprends un peu des thèmes de conférences passées, un mécanisme qui extrait de façon extraordinaire l'ordre à partir du chaos. Nous allons parler de Darwin et pour moi c'est un plaisir parce que j'ai une admiration sans limite pour cet homme. C'est un peu la même trempe qu'Einstein, c'était des gens qui étaient vraiment au-dessus du panier. Et Darwin, lui, non seulement a trouvé le mécanisme qui explique l'évolution des êtres vivants, mais en plus c'était un savant hors pair, un homme absolument remarquable, de très grande honnêteté intellectuelle, extrêmement respecté à son époque et qui le méritait bien. Alors quelques mots sur son histoire. On est au début du XIXe siècle. Lui, jeune, à 17 ans, se dirige vers des études de médecine. Non pas qu'il s'intéresse vraiment à la médecine, mais il a un père qui est un grand médecin de l'époque et en même temps une personnalité très dominante. Son père mesure plus de 2 mètres. Vous imaginez au XIXe siècle ce que ça veut dire. Et donc il suit les rails tracés par son père, il va devenir médecin. Bon, ça se passe pas tout à fait comme on l'aurait souhaité parce que peu après le démarrage de ses études, on le soumet à un travail pratique qui consiste à assister à une opération. Et ça tourne mal, c'est-à-dire qu'une petite fillette se fait opérer et meurt dans un bain de sang et lui est témoin de ce massacre et c'est terminé, il ne veut plus faire médecine. Alors de nouveau, c'est son père qui lui impose la suite et qui dit bon, tu ne veux pas faire médecine, eh bien tu entreras dans les ordres. Darwin suit les indications de son père et rejoint une congrégation religieuse. Et là, coup de chance, lui qui s'intéressait à la nature se trouve avec un prêtre entomologiste, c'est-à-dire qui collectionne les insectes. Et Darwin se passionne pour la collection et pour assister cet entomologiste et en fait il se découvre vraiment une passion pour la biologie, pour les animaux, etc. Et voilà que un peu plus tard, quand il commence à se confirmer dans cette discipline, il apprend qu'une expédition va partir sur un bateau, le Beagle, en Amérique du Sud pour cartographier toutes les côtes des continents d'Amérique du Sud. Un voyage prévu de 3 ans, mais qui en fait en durera 5. Et il se porte candidat. Malheureusement, de nouveau, il se heurte à son père. Il n'est pas question que tu ailles dans cette aventure. Et il essuie un refus. Alors en fait, Darwin était issu de 2 familles illustre. Celle de son père était illustre par son père, mais aussi par certains ascendants. Et l'autre famille, c'était la famille Wedgwood. Alors, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, mais c'est une marque de faïence qui existe toujours aujourd'hui et qui fait des faïences très délicates, faïences bleues, avec de petites ornementations blanches. Et l'oncle Wedgwood parle à son père et lui dit « Mais enfin, quand vas-tu arrêter d'embêter ton fils ?» Et c'est ainsi qu'il arrive à convaincre le père de Darwin de lâcher prise et Darwin va s'embarquer sur ce bateau où effectivement on avait réservé un poste pour un naturaliste. Darwin part en fait pour étudier les animaux, les plantes et les roches. Il rejoint ce bateau. C'était pas très grand, hein, c'était un bateau d'une 30aine de mètres et
Pour Darwin, on avait réservé un tout petit coin avec un petit meuble de 3 tiroirs avec juste une partie sur le dessus où on pouvait écrire et rien d'autre. Et 2 clous plantés dans les poutres et un hamac. Voilà en tout et pour tout l'équipement dont il disposait. Il part à bord de ce bateau et donc, comme je disais, ça va durer 5 ans. Ils vont effectivement faire le tour. Vous l'avez ici sur cette carte. Vous voyez qu'ils partent d'Angleterre, ils viennent à Bahia et à partir de Bahia, ils font le tour du monde austral pour revenir à Bahia et finalement en Europe. Que faisait-il pendant ce voyage? Eh bien, chaque fois que le bateau s'arrêtait, il partait à terre et il prenait des observations, cueillait des plantes et il trouvait des animaux morts ou des squelettes et puis il observait les roches aussi. Alors quelles étaient ses influences à l'époque? On sait que d'abord il avait un ancêtre qui s'appelait Erasmus Darwin et qui avait longtemps avant déjà émis l'idée de l'évolution des espèces. Oui, parce qu'il faut dire qu'à cette époque, la thèse officielle, en tout cas la thèse de l'Église anglicane et celle qui était enseignée, c'était ce qu'on appelle la thèse fixiste, c'est-à-dire que les espèces avaient toutes été créées telles qu'elles sont par Dieu et étaient immuables. On se rendait bien compte que cette thèse ne collait pas tout à fait à la réalité. Par exemple, on découvrait beaucoup d'espèces dans les fossiles qui n'existaient plus aujourd'hui. Alors on avait accommodé cette thèse en disant oui, Dieu a créé X espèces, mais une partie d'entre elles n'ont pas survécu à des cataclysmes et voilà pourquoi on les retrouve pas. Mais sinon, le reste est fixe. Mais les idées de l'évolution étaient déjà répandues à cette époque et je cite ici 2 sources d'inspiration sur Jean-Baptiste de Lamarck, considéré en général d'ailleurs comme l'inventeur de l'évolution. Il ne l'expliquait pas comme l'explique Darwin, mais il l'avait tout de même inventé. Et un autre savant éminent de l'époque, Charles Lyell, qui était un géologue. Et Charles Lyell disait de façon claire, la création du monde 4000 et quelques années avant Jésus-Christ, ce n'est pas possible. Les roches que j'observe sont des roches qui ont des centaines de milliers, des millions d'années. Donc on peut dire une chose là, c'est que l'idée d'évolution, voyez-vous, elle était déjà dans l'air. Mais c'est souvent comme ça, lorsque vous avez un grand savant, il n'a pas forcément inventé l'idée. Et l'idée se diffusait déjà à droite à gauche. Simplement, le grand savant est capable à un moment de comprendre le fond des choses et d'émettre une théorie qui est synthétique, qui est claire, qui explique tout ou presque, qui est très crédible et qui est étayée, etc., etc. C'est bien ce qui s'est passé avec Einstein. Lorsqu'Einstein a sorti la relativité restreinte en 1906, les équations avaient déjà été trouvées par Henri Poincaré, le mathématicien français. Seulement la différence, c'est que Henri Poincaré était un mathématicien, il avait trouvé ça et pour lui c'était plus un objet de curiosité qu'autre chose, alors que pour Einstein, c'était vraiment l'essence du monde qui était dans ces équations. Et voilà la différence. Darwin était déjà passionné par cette idée d'évolution et ce qui l'a aussi influencé, il avait emporté un livre de lui à bord du Beagle, c'est Malthus. Alors Malthus disait, si vous laissez une population se développer et que vous apportez suffisamment de nourriture et qu'il n'y a pas d'obstacle, cette population, elle se développe, à l'époque on disait, selon une progression géométrique. C'est-à-dire, dans la terminologie d'aujourd'hui, on dirait une progression exponentielle. Et Darwin avait compris cela et il se disait finalement une espèce, si chaque femelle fait 5 enfants, l'espèce doit se développer exponentiellement. Et donc il y a une limite. Et c'est ce qu'il avait trouvé dans Malthus. Malthus disait la limite à la progression de l'espèce humaine, c'est la nourriture et l'espace vital. Et donc il y a forcément une limite qui empêche que la progression soit exponentielle. Et ça amenait à l'idée de lutte pour la vie, pour faire partie de ceux qui survivent dans ce contexte-là. Darwin avait été aussi impressionné par des visites qu'il avait menées
chez des éleveurs, en particulier les éleveurs de moutons, les mérinos, en Angleterre. Ils étaient très orientés sur le textile. Et il avait été impressionné en voyant comment procédaient les éleveurs, puisque en fait ils avaient leur propre méthode pour améliorer l'espèce. Ils sélectionnaient les meilleurs moutons, meilleurs au sens de produire plus de laine, et ils les croisaient entre eux et ils assuraient une descendance à partir des meilleurs éléments de la population. Et année après année, progressivement, l'espèce devenait de plus en plus performante bien sûr dans le sens de produire de la laine. Et Darwin se disait, finalement, la nature doit faire la même chose. Simplement, il n'y a pas un éleveur qui décide ce qu'il faut sélectionner. Il y a un critère de sélection tout bête, c'est la survie. C'est l'adaptation au milieu. Donc les êtres qui sont les mieux adaptés survivent et transmettent leurs caractéristiques à la descendance. Les autres disparaissent. Quand je dis cela, je voudrais tout de suite apporter une précision. Pour différentes raisons, et surtout depuis qu'on a découvert le génome en 1953, on est dans un esprit qui commence à changer aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle le tout génétique. Tout vient du gène. On a un peu oublié à cause de cela ce que vraiment avait trouvé Darwin. On s'est beaucoup focalisé sur la sélection, on a dit finalement les meilleurs gènes se sélectionnent, mais on a oublié une chose importante, c'est que pour qu'il y ait sélection, il faut qu'il y ait variation. Et c'est cela qui fascinait le plus Darwin, c'est le fait qu'il y avait de petites variations à chaque génération. Ça, il l'avait observé chez les humains, il l'avait observé aussi en discutant avec les éleveurs qui lui disaient, bah oui, mais les moutons, ils sont pas tous pareils. Donc, je sélectionne ceux qui ont le plus de laine. Et Darwin ne pouvait pas savoir d'où venaient ces variations. Maintenant, on le sait, ce sont des mutations du gène, mutations qui sont largement dues au hasard. On appellerait ça des erreurs de copie, si vous voulez. Ce petit taux de mutation est suffisant pour introduire des variations. Et c'est cela qui fascinait Darwin, c'était qu'il y avait ce petit taux de variation qui existait à chaque génération. Et ça, c'est miraculeux. Il disait finalement, c'est ça qui crée l'évolution. Les espèces restent ce qu'elles sont très stables. Un mouton, c'est toujours un mouton. Et pourtant, il y a de petites variations à chaque fois. Et évidemment, la nature trie parmi ces variations. Je tenais à le répéter parce que on assimile toujours évolution darwinienne avec sélection darwinienne. C'est pas vrai. Il faut l'assimiler d'abord avec variation darwinienne, on devrait dire, et ensuite sélection, parce que naturellement, la nature va trier dans tout cela. Alors, comment se passe cette croisière du Beagle? Très intéressante pour Darwin, parce qu'il collecte des moissons d'animaux, de feuilles, de roches, de fossiles, et il rapporte tout ceci dans son bateau de 30 mètres, c'était pas très grand. Et me direz-vous, mais où les mettait-il, étant donné qu'il avait juste 3 tiroirs dans un petit caisson? Eh bien, il ne les gardait pas. En fait, il les étudiait, il gardait le temps de les étudier. Il profitait évidemment des heures passées au large où il ne se passait rien. Et là, il prenait tout son temps pour les observer. Et quand il avait bien observé les caractéristiques de ces échantillons, il écrivait une page ou deux, il faisait un paquet avec l'échantillon et il envoyait ça en Angleterre. Dès qu'ils atterrissaient quelque part sur une côte où il y avait une ville, eh bien, il allait là-bas et il mettait ça dans la poste. Ça devait circuler par bateau, ça devait mettre 3 mois à arriver. Toujours est-il qu'il les envoyait à destination de la communauté scientifique là-bas en Angleterre qui se nourrissait de tous ces échantillons extraordinaires. Vous imaginez des échantillons de plantes qu'on n'a jamais vues, d'animaux qu'on n'a jamais vus. Tout ceci venait de l'hémisphère sud et c'était passionnant pour tous les spécialistes de l'époque. Ce qui fait que Darwin est devenu très célèbre très vite et lorsqu'il est revenu 5 ans plus tard, il était connu comme le loup blanc et il était surtout très respecté parce que tout ça était fort intéressant, fort documenté, avec des commentaires de première qualité. Et Darwin s'était fait une réputation comme cela. Au total, il a tout de même envoyé 5000 échantillons et études à la communauté scientifique. Il avait 27 ans lorsque ce périple se termine et il avait totalement en tête la théorie qu'on appelle darwinienne.
totalement. Il n'y avait plus qu'à prendre la plume et écrire. Et cette théorie, il la définissait comme cela. C'est la théorie de la descendance avec modification et sélection naturelle. Bon, les mots sont extrêmement bien choisis. Descendance, ça veut dire qu'il y a hérédité, c'est-à-dire que les caractères se transmettent. Avec modification, je vous disais que c'était le point qui frappait le plus Darwin, c'était ces petites variations. Et sélection naturelle. Mais voyez, comme on simplifie toujours en disant sélection naturelle, ce n'est qu'un des 3 mots qui définit sa théorie. Il a donc tout dans la tête, Darwin, et pourtant, il ne va pas publier. On voit 2 raisons à cela. Il ne va pas publier probablement parce que il était extrêmement honnête intellectuellement et il ne voulait pas raconter quoi que ce soit qui ne soit très étayé scientifiquement. Donc, il voulait probablement encore accumuler des preuves, comparer des espèces entre elles, essayer de voir si l'une était antérieure à l'autre, etc. Et ça, c'est la première explication, disons apporter plus de matière et de preuves. La seconde est à mon avis la vraie. C'est qu'il se doutait que sa théorie allait bousculer le dogme anglican et qu'il allait se retrouver contre lui, non seulement avec l'Église, mais avec tout l'establishment. Et cela devait lui faire très peur. Très peur d'autant plus que Darwin, même s'il a peut-être un peu changé vers la fin de sa vie, était très croyant. Et il avait de plus une épouse qui était plus croyante encore et très dévote et qui le critiquait pour les idées trop avancées qu'il émettait. Et Darwin, dans une lettre à son épouse, lui dit un jour: Sache que je pleure souvent en lisant tes lettres. C'est lorsqu'il est en voyage pour ses missions. Je pleure souvent en lisant tes lettres qui me posent beaucoup de questions. Et donc il hésitait à écrire. Il prendra la plume 25 ans plus tard. 25 ans plus tard, parce qu'il se produit un événement, quelqu'un d'autre trouve la même thèse. Il s'appelle Wallace, il découvre l'origine des espèces et son premier réflexe, c'est de l'envoyer au grand spécialiste reconnu à l'époque qu'est Darwin. Et là, Darwin découvre sa propre théorie écrite par quelqu'un d'autre. Alors les amis de Darwin lui disent: Attends, écris tout de suite ta thèse et puis tu la présentes, tu vas pas te faire coiffer au poteau parce que 25 ans après, quelqu'un d'autre a trouvé la même chose. Eh bien, Darwin ne suivra pas ce conseil, et je pense qu'il avait raison. Il va contacter Wallace, il va lui dire: écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vos thèses, d'autant plus que je les ai trouvées moi-même il y a 25 ans. Et je vous propose une chose, c'est que nous publions tous les deux en parallèle, ce qui donnera plus de force à cette thèse. Ça s'est très bien passé, d'abord parce que il avait en tête qu'il serait 2 à essuyer les critiques, et c'est bien ce qui s'est passé. Et puis, deuxièmement, Wallace s'est montré très grand seigneur parce qu'il a publié sa thèse, mais il a tout de suite dit que l'antériorité revenait clairement à Darwin. Et donc, il a été très honnête. Et voilà comment a débuté une période fort difficile pour Darwin, qui a dû se battre un peu partout, avec heureusement l'appui d'un certain nombre de scientifiques qui allaient dans les congrès pour défendre Darwin, qui était attaqué de toutes parts. Alors qu'a-t-il réellement trouvé? Pour le comprendre, le mieux c'est de regarder ce dessin qui est dans son livre L'origine des espèces. Dans ce dessin, que voyez-vous? Vous voyez ici 2 espèces en bas, qu'il a appelées A et I, qui, parmi un ensemble d'autres espèces existantes, A, B, C, D, E, F, etc., se sont développées. Cette première espèce s'est décomposée en 2 lignées, qui elles-mêmes ont donné d'autres lignées, même chose de l'autre côté. Et dans ces lignées, vous voyez certaines lignées mortes, c'est-à-dire qui n'ont pas donné de descendance. Mais un certain nombre de lignées subsistent et elles peuvent mieux cultiver les niches où elles se trouvent, étant donné que les autres espèces disparaissent. Donc elles gardent pour elles les opportunités. Et on monte au cours alors je ne sais pas si ce sont des années, il n'a pas voulu quantifier cela parce qu'il n'en avait pas les moyens, il a mis des chiffres romains.
mais disons à partir de X générations, on arrive au présent. Et le présent, c'est la ligne du dessus. À l'époque de Darwin, on n'imaginait pas la partie du dessous, c'est-à-dire la généalogie. On ne l'imaginait pas. Dieu avait créé tout et Dieu avait créé finalement la dernière ligne. La ligne du présent avait été créée par Dieu et elle était fixe. Il n'y avait pas d'évolution. Alors que voit-on sur cette dernière ligne? On voit trois espèces ici qui sont issues d'une autre un peu plus bas. On en voit deux là, puis trois, puis trois. Autrement dit, on se doute qu'entre ces trois espèces qui sont là au début, il y a beaucoup de similarités parce qu'elles ont un ancêtre commun. Donc ça sera peut-être le lapin, le lièvre et je ne sais quoi d'autre du même genre avec des grandes oreilles qui descendent d'un lapin-lièvre commun. Alors qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? À l'époque, on ne regardait que cette ligne du dessus qui représentait les espèces de l'époque. Et on se livrait à des classifications. C'était le grand travail qu'on appelle la taxonomie qui avait occupé Jussieu, Cuvier, Saint-Hilaire, le plus connu Linné, un Suédois, Buffon, etc. Et tous ces gens, à partir d'échantillons, plantes séchées, de squelettes, etc., classifiaient tout cela. Tous ces échantillons étaient classés dans des espèces de muséums qui servaient aux savants et dans lesquels vous aviez plein de petits tiroirs avec le tiroir de tel type d'insecte, le tiroir de tel type de coquillage, etc. Et vous en aviez des salles entières. La salle du musée d'histoire naturelle à Paris, qui est magnifique, cette salle était faite comme cela et on voit encore aujourd'hui, bien qu'elle ait été très modifiée pour devenir un très beau musée, on voit encore tous ces petits tiroirs et des salles sur les côtés qui sont pleines de ces tiroirs, non pas seulement des tiroirs, aussi des espèces empaillées, des bocaux, etc. Et c'est là qu'on stockait tous les animaux de la ligne du dessus, de la ligne existante, pour les classer, la taxonomie. Alors, Darwin ne remet pas en question la taxonomie. Le lièvre ressemble au lapin, très bien. Simplement, Darwin dit, attendez, réfléchissez à ce qui s'est passé avant. Et si le lièvre qui est là ressemble au lapin qui est là, c'est parce qu'il y avait un ancêtre commun. Et si ce sont des animaux à fourrure et à quatre pattes qui ressemblent au renard, c'est parce que les renards et les lapins avaient aussi un ancêtre commun beaucoup plus loin. Il avait introduit le temps et l'évolution et il avait introduit l'idée d'un arbre généalogique. Voilà. En présentant cette idée, évidemment, il était allé le plus loin possible dans la pensée, vers le bas, et il s'était dit, mais qu'est-ce qu'il y a à l'origine? Et évidemment, il s'était dit, à l'origine, la vie est née d'une espèce, probablement une qui a fait tout le reste. Et d'où venait cette espèce? Là, évidemment, l'idée, c'est de dire c'est Dieu qui a créé la première espèce, et c'était ce qu'il disait officiellement. Par contre, officieusement, on a trouvé dans une de ses lettres une petite phrase restée célèbre dans laquelle il disait «Et si, un jour, au tout début de l'arbre, dans une mare chaude, pleine de protéines, d'ammoniac, etc., et animée par des éclairs qui apportent de l'énergie, si dans cette mare, des protéines avaient commencé à s'assembler», et là, il avait mis trois petits points de suspension, il n'était pas allé plus loin. Déjà, il s'était fait incendier pour avoir dit que l'homme descendait du singe, donc vous imaginez s'il avait dit que la vie émanait du minéral, là, il aurait terminé pendu. Donc il s'était posé cette question, mais il n'a jamais voulu en parler, d'abord parce qu'il avait conscience de soulever un problème très difficile, mais aussi parce qu'il n'aimait pas soulever des problèmes quand il n'avait aucune preuve. Et rien ne lui permettait scientifiquement de parler de cette petite mare. Et aujourd'hui, on peut en parler. C'est le thème du livre que je suis en train d'écrire sur l'origine de la vie. Mais à l'époque, on n'avait rien. Et donc, un grand savant comme lui se serait bien gardé de parler de choses qui sont purement spéculatives et sans avoir le moindre début de commencement d'une preuve. Alors non seulement il n'avait pas de preuve du début de la vie, le tout début de l'arbre généalogique, mais il n'avait quasiment rien à se mettre sous la dent pour prouver cette généalogie. Il avait trouvé l'idée, mais il n'avait pas de preuves, ou presque pas. Alors, il faut dire que c'est l'époque où on a commencé à découvrir des fossiles.
on avait déjà découvert Néandertal, près de Cologne, en Allemagne, et on se disait, bien, Néandertal devait être un ancêtre des hommes. Les hommes ont dû évoluer. On sait aujourd'hui que c'est pas vrai. Néandertal n'était pas un ancêtre, c'était un cousin. Mais bon, on commençait à avoir ce genre d'idée. Et puis, il y avait un fossile que Darwin alors a utilisé comme preuve de sa thèse, c'est l'Archéoptérix. Archéo, ça veut dire ancien, et ptérix, ben, ce sont les animaux volants. L'Archéoptérix, dont on avait un magnifique fossile à l'époque, imaginez un dinosaure qui a évolué, qui a de grands bras et de grandes jambes, et qui est couvert de plumes, un dinosaure à plumes. Donc capable de courir et avec ses grands bras de brasser de l'air et peut-être de prolonger un peu les sauts s'il poursuivait un insecte pour attraper l'insecte. Et donc l'idée c'était que ce dinosaure était le maillon qui permettait de relier les dinosaures aux oiseaux. Alors on sait aujourd'hui que les oiseaux descendent des dinosaures, on sait même mieux que cela. Les oiseaux sont des dinosaures. Ils sont classés, si on reprend la classification là de l'époque de Linné, de tout ce monde-là, classification qui continue aujourd'hui. Les oiseaux sont classés dans les dinosaures. On ne dit même pas descendants des dinosaures, on dit ce sont des dinosaures, ce sont en fait les seuls dinosaures qui ont survécu à la météorite du Crétacé, il y a 66 millions d'années. Eh bien, à l'époque, on avait cette espèce, l'Archéoptérix, intermédiaire entre l'oiseau et le dinosaure, et on se disait, il devait manger des insectes volants, donc il faut sauter dessus, il faut pouvoir faire des bonds, et il faut pouvoir, si possible, prolonger un peu le bond, et à force de prolonger avec des grands bras qui avaient déjà des plumes, il est devenu l'oiseau. Voilà, magnifique exemple. Alors, exemple faux, parce qu'on sait aujourd'hui que l'Archéoptérix c'était tout simplement un dinosaure à plumes et il n'a jamais donné d'oiseau. Les oiseaux proviennent d'autres espèces, donc on connaît maintenant des maillons qui ont mené à l'oiseau, mais c'était pas l'Archéoptérix. Enfin bon, au moins Darwin avait un exemple crédible à se mettre sous la dent et à présenter à ses pairs. Mais c'était bien le seul exemple. Dans la base des fossiles de l'époque, on avait un petit peu toutes sortes de fossiles, mais on était incapable de tracer ces lignes, c'est-à-dire de dire, voilà, tel fossile vient de celui-là, et celui-là a donné telle autre branche. On était incapable de faire ça. Donc, en dehors de ce petit exemple de l'Archéoptérix qui venait apporter de l'eau au moulin de Darwin, eh bien, le reste, c'était quasiment inexistant. Et ce qui veut dire que la thèse, évidemment, était extrêmement critiquée. De toute façon, elle l'est toujours aujourd'hui. Et lorsque j'ai des commentaires à mes vidéos qui sont un peu négatifs, ça arrive, c'est très souvent sur ce thème-là, parce que pour beaucoup de gens, c'est inacceptable, quoi. Aujourd'hui, on a des milliers et des milliers de fossiles qui prouvent l'arbre généalogique. À l'époque, grosso modo, il n'en avait qu'un. Alors maintenant, comment pourrait-on définir l'évolution darwinienne? Moi, j'aime bien la définir par le mot de martingale. Vous savez, une martingale, c'est une procédure simple, mécanique, qui permet de gagner tout le temps. Je vous en donne une si vous voulez aller gagner au casino. C'est très simple, vous allez à la roulette et vous jouez tout le temps rouge. Quand vous gagnez rouge, vous avez doublé la mise que vous y aviez. Et donc vous pouvez mettre la moitié dans une cagnotte et l'autre moitié, vous la réutilisez pour jouer. Et on repart pour un tour. Vous gagnez de nouveau, vous engrangez de nouveau quelque chose, et là, tout d'un coup, vous perdez. Ah, bon, donc vous allez être obligé de sortir de la cagnotte de quoi miser le coup d'après. Seulement, au lieu de sortir une mise, vous allez en sortir le double. Donc vous doublez la mise. Et à ce moment-là, si vous gagnez, comme vous gagnez double, eh bien vous avez effacé la perte et vous recommencez à mettre de l'argent dans votre cagnotte. Alors me direz-vous, oui, mais si je perds une deuxième fois, je double, je rejoue en doublant. Et je perds une autre fois, je rejoue en doublant. Oui, mais en doublant, c'est une progression exponentielle, donc on va arriver assez vite aux limites de l'argent qu'on a apporté dans son portefeuille au casino.
Alors voilà, c'est pour ça qu'il faut pas jouer à ces martingales, c'est que ça marche tant que ça marche, et puis quand ça marche plus, vous sortez en caleçon et avec des dettes que vous avez contractées auprès des voisins. Dans la nature, c'est aussi un casino, c'est-à-dire que toutes ces variations darwiniennes, ce sont autant de coups. Mais simplement, quand un coup est gagnant, c'est-à-dire que ça donne un individu qui est plus doué, qui court plus vite, ou qui échappe mieux aux prédateurs, ou qui trouve mieux les fruits dans les arbres, eh bien, ce coup gagnant est transmis par l'hérédité. Inversement, quand c'est un coup perdant, bah, il est oublié parce que au mieux, cet individu aura moins de descendance que les autres. Au pire, il s'éteindra ou il n'aura pas de descendance ou même il mourra, donc il sera mangé par un prédateur. Et donc, vous voyez, le coup gagnant est transmis par l'hérédité, le coup perdant est oublié, tout simplement, et on rejoue. Et on a toujours de quoi jouer, parce que le casino est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis 4 milliards d'années, et ça ne s'arrête jamais. Et donc, vous pouvez rejouer autant de fois que vous voulez. Et c'est cette accumulation de coups gagnants dans la durée, 4 milliards d'années, qui fait que des transformations extraordinaires peuvent se produire. C'est donc un mécanisme qui est sûr pour, je reprends la phrase que je donnais au début, pour extraire de l'ordre du chaos. Le chaos, bah, c'est la nature minérale. L'ordre, c'est une magnifique girafe, un hippopotame, un tigre ou un être humain, un être pensant. Voilà ce que c'est que l'ordre par rapport au chaos. Un grand spécialiste de l'évolution darwinienne, Daniel Dennett, qui est un ultra-darwinien. C'est un homme qui, je dirais, étend l'évolution darwinienne plus généralement à beaucoup d'autres choses. Je vais en donner quelques exemples. Il dit que ça ne se limite pas aux animaux, si vous voulez. Et ce darwinien convaincu caractérise ainsi le mécanisme darwinien en trois phrases. Un, il est universel. Bah oui, vous le retrouvez chez la bactérie, vous le retrouvez chez l'homme. C'est le même mécanisme qui permet aux espèces d'évoluer. Petit bémol, je dirais tout à l'heure que l'évolution naturelle a cessé chez l'homme. Par contre, elle a quand même mené à l'homme, donc je peux le citer ici. Deuxième caractéristique, ce mécanisme est dénué d'intelligence. Un robot le ferait. C'est très simple. On fait un enfant, il est adapté, il va en donner d'autres, il n'est pas adapté, il va en donner moins. C'est tout simple. Il n'y a pas d'intelligence, c'est totalement mécanique. Et à la fin, bah, c'est pour ça que j'aime bien le mot de martingale, c'est que le résultat est garanti. Le mot scientifique qu'on pourrait utiliser à la place de martingale, c'est algorithme à cliquet. Algorithme, c'est une procédure, un algorithme, c'est une procédure mathématique, vous voyez, très mécanique finalement. Et c'est ce qui fait que le système pourrait être mis en place par un robot. D'ailleurs, il l'est, hein, parce qu'il existe des intelligences artificielles maintenant qui fonctionnent par des processus darwiniens. Depuis déjà des dizaines d'années, quand quelque chose est difficile à calculer, on met en place un programme qui crée des essais et qui retient les meilleurs et qui refait des essais à partir des meilleurs résultats darwiniens. Je dis un algorithme à cliquet, bah vous avez compris le cliquet, c'est que ça marche, on avance, ça marche pas, on ferme la trappe. Voilà comment fonctionne le mécanisme darwinien. C'est très simple, somme toute. Alors, je vais donner un mot là sur ce que on observe pratiquement, des exemples si vous voulez, et je vais vous montrer à quel point le mécanisme darwinien est puissant, c'est-à-dire en vous montrant qu'il est capable de transformer un poisson en bête à fourrure et la même bête à fourrure de nouveau en poisson. Aller-retour. Alors, je m'explique. Le poisson que vous voyez là-haut, c'est une espèce actuelle, bien sûr, puisqu'il a été photographié, mais qui est très proche d'un poisson qui existait il y a 380 millions d'années, qui s'appelait Elpistostege, qui a eu l'idée de sortir de l'eau progressivement. C'est-à-dire que, au lieu de rester tout le temps dans l'eau, il sortait dans les marais. Et vous savez, les zones marécageuses sont des zones très fertiles parce qu'il y a le soleil qui sèche l'eau, ça concentre les minéraux, il y a des espèces qui se développent.
On sait bien que tout ce qui est marécageux, ce sont des endroits fertiles. Et ce poisson allait chercher sa nourriture là-dedans et il sortait et il s'est mis à respirer de l'air. Donc il a fabriqué des poumons. L'évolution a fait apparaître au fur et à mesure des poumons. Et pour se déplacer, il avait besoin, à l'époque il n'y avait pas de pattes, mais il avait besoin de nageoires très solides. Et là, vous voyez cette grosse nageoire que je vais reprendre dans 2 minutes, qui était pleine d'os pour la rigidifier et de muscles. Il avait ainsi 4 grosses nageoires. Et ces 4 grosses nageoires lui permettaient de s'appuyer sur le sol et de ramper dans les marais. Et cette bête a commencé à s'habituer à l'air libre et a évolué. Et ça a donné au début des espèces de salamandres. Vous voyez, imaginez une salamandre, ça ressemble beaucoup à ce poisson. Ensuite, ces salamandres ont donné des reptiles. Et les reptiles, plus tard, se sont scindés en 2 familles qui sont les mammifères d'un côté et les dinosaures de l'autre. Je devrais dire d'abord en premier dinosaures parce qu'ils se sont détachés un peu avant, mais ça reste quand même à peu près la même époque, 250 millions d'années. Les mammifères et les dinosaures sont apparus à peu près en même temps, grosso modo, à partir des reptiles. Ensuite, ces dinosaures bien, ont commencé à se développer. À partir des reptiles, ils ont commencé à se lever sur leurs pattes, donc ils ont les pattes qui se sont allongées, ils ont été capables de courir plus vite. Les mammifères, pareil, alors, sauf que les mammifères étaient beaucoup plus petits parce qu'ils se faisaient manger par les dinosaures. Et donc, jusqu'à l'extinction des dinosaures, ils ont vécu cachés la nuit en mangeant des insectes et ils étaient de petites dimensions, comme des gros rats, si vous voulez. Ainsi sont apparus avec les mammifères les êtres à fourrure et vous en avez un exemple ici qui est une sorte de raton laveur. Mais j'aurais pu vous mettre là une vache ou un être humain. Alors pourquoi j'ai mis le raton laveur? C'est parce que l'évolution s'est inversée à partir d'une espèce de raton laveur et est repartie dans l'eau. Et c'est ça que je trouve extraordinaire dans l'évolution darwinienne. Vous avez une espèce qui ressemblait beaucoup à un raton laveur, que vous avez là, qui, il y a quelques millions d'années, ou dizaines plutôt de millions d'années, a commencé à retourner dans l'eau parce que l'eau était très fertile. C'est une époque où il y avait beaucoup de plancton, petites crevettes, toutes sortes de choses dans l'eau, ce qui fait qu'en brassant de l'eau dans sa bouche, on récoltait de la nourriture. Et donc cette bête a commencé à se plaire dans l'eau et son corps a commencé à évoluer de génération en génération, c'est-à-dire qu'elle a commencé à avoir des doigts palmés qui lui permettaient de nager plus vite, et puis son corps a commencé à se fuseler, puis elle a perdu sa fourrure qui ne servait plus à rien, et progressivement, elle a repris la forme d'un poisson. Et ça a donné les cétacés. Alors, vous avez ici un dauphin en bas. Imaginez que vous montriez ce dauphin à un petit enfant de 5 ans et vous lui montriez en même temps un requin. Lui voit 2 poissons. Vous savez que c'est un cétacé, vous savez qu'il respire par un trou là au-dessus de la tête et vous savez qu'il fait des bébés comme nous. Mais un enfant qui voit ça, il dit c'est un poisson. Peut-être, peut-être, s'il est très observateur, remarquerait-il que la queue des poissons est verticale alors que la queue des cétacés est horizontale. Mais en dehors de cela, c'est un poisson. Il a même la texture de la peau qui est celle d'un poisson, même s'il n'a pas d'écailles. Voilà, c'est un poisson qui a donné un raton laveur et un raton laveur qui donnait un poisson. Et ça peut recommencer demain, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir, dans quelques millions d'années, des dauphins qui, pour une raison ou pour une autre, se sont mis à ramper par terre, à avoir des nageoires plus puissantes pour ramper, et puis finalement à reconstituer d'autres tétrapodes. Vous voyez, tout est possible, c'est un peu ce que je veux vous dire. Alors, est-ce que c'est attesté tout cela? Pour le raton laveur, alors là, c'est attesté par des milliers de fossiles. Maintenant, on peut tracer l'arbre généalogique que présentait Darwin, on peut le présenter avec un immense détail. Et entre le raton laveur et le dauphin, avons-nous des fossiles? Bah oui, actuellement, on a trouvé maintenant à peu près 6 ou 7 fossiles qui sont intermédiaires. C'est-à-dire qu'on retrouve chez ces 6 ou 7 fossiles la progression entre la bête à fourrure et le poisson, et on voit bien le corps qui, d'un fossile à l'autre, devient plus fuselé, on voit bien les transformations de son squelette, etc. Il y a une chose aussi que j'ai oublié de dire,
et qui évidemment n'existait pas à l'époque de Darwin, c'est qu'on sait dater les fossiles. On a différentes méthodes basées sur la radioactivité. Il y avait le carbone 14 dont vous avez tous entendu parler, qui est apparu un peu après-guerre. Il y a le carbone 14, mais maintenant on utilise du thorium, on utilise différents éléments radioactifs et on arrive à très bien dater très précisément les objets. Donc voilà ce que est capable de faire l'évolution darwinienne, le retour à la mer des dauphins, des cétacés. Alors je voudrais revenir sur le poisson qui est notre ancêtre, l'Epistostage. Pourquoi? Parce que j'ai examiné sa nageoire. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que dans la nageoire de l'Epistostage, 230 millions d'années, on retrouve la structure de notre bras. C'est tout à fait étonnant. Pour lui, c'était une nageoire, ça lui permettait de s'appuyer sur le sol. Maintenant, pour nous, le bras que nous avons nous permet de travailler comme artisan ou bien de jouer un morceau au piano. Et donc, que reconnaît-on? On reconnaît un gros os au départ, ensuite l'os se dédouble, c'est le radius cubitus, et ensuite on retrouve le carpe, le métacarpe et les phalanges, et on retrouve 5 phalanges. Donc, pratiquement la même structure. Alors, qu'est-ce que ceci illustre? C'est que la nature, finalement, innove parfois. Parfois, il y a une mutation qui va créer une innovation majeure, c'est-à-dire que, par exemple, au lieu d'avoir 4 nageoires, le poisson va en avoir 6, par exemple. Donc, parfois, il y a une innovation majeure, mais c'est très rare. En général, la nature utilise l'existant. La nature utilise ce qui existe, quitte à le détourner de son objet. C'est ça qui est intéressant, ça s'appelle l'exaptation. C'est le fait d'utiliser l'existant pour un autre usage. Là, par exemple, je vous l'ai dit, nous jouons du piano, c'était pas du tout l'objectif de l'Epistostage il y a 230 millions d'années. Mais progressivement, la main s'est développée chez l'homme pour l'habileté, pour prendre des fruits, pour les couper. Et donc, la nature utilise ce qu'elle trouve. Et un exemple extraordinaire, ce sont les osselets de l'oreille interne. Quand vous m'écoutez, vous avez le tympan qui vibre. Et les vibrations du tympan sont transmises et amplifiées par 3 petits osselets qui entrent en vibration l'un derrière l'autre et qui transmettent cette vibration à la cochlée, c'est-à-dire un ensemble de cellules qui sont sensibles aux vibrations, et c'est comme ça que vous entendez. Il y a donc un trait d'union, si vous voulez, entre le tympan et cette cellule qui est formée d'osselets, qui servent à transmettre le son et à l'amplifier. D'où viennent ces 3 osselets? Eh bien, ils viennent du reptile. Ils viennent des reptiles parce que chez les reptiles, c'est encore vrai maintenant chez les lézards et chez les serpents, ils ont une très grande bouche. Bah oui, vous avez déjà vu une vipère manger un mulot qui est plus gros qu'elle, et ça se voit parce qu'une fois qu'elle l'a avalé, la vipère fait une espèce d'excroissance. Vous avez un diamètre qui tout d'un coup grossit et puis qui diminue après. Et ça dure le temps de sa digestion. La digestion est assez longue, au bout de peut-être 15 jours. Elle a fini sa digestion et elle éjecte à la fin une pelote de poils, du mulot et des os. Voilà comment elle se nourrit. Et donc, pour absorber un gros mulot comme ça, il faut une très grande bouche. Ces animaux, les reptiles, les lézards, etc., ont une bouche qui s'ouvre très très grand parce qu'elle est articulée en plusieurs os. Nous avons une seule mâchoire inférieure. Donc nous avons le crâne au-dessus et nous avons la mâchoire qui fait ça. C'est tout. 2 os. L'os du dessus, l'os du dessous. Au contraire, chez le lézard, vous avez l'os du dessus qui porte son crâne, un os en dessous en biais, qui est suivi d'un autre os en biais, qui est suivi d'un autre et de la mâchoire. Et c'est cet ensemble d'os qui peut s'ouvrir comme un accordéon très grand et qui permet d'avaler de très grandes proies. Si je reviens maintenant aux mammifères, les tout premiers mammifères étaient dotés de cette mâchoire articulée. Mais, je vous le disais tout à l'heure, les premiers mammifères
étaient à peine gros comme des rats et se nourrissaient d'insectes. Pour manger des insectes, vous n'avez pas besoin d'une très grande bouche. Et donc, progressivement, leur mâchoire s'est atrophiée. En tout cas, tous ces os intermédiaires qui permettaient de déployer une immense bouche n'avaient plus d'intérêt. Et la sélection naturelle, parmi ces os, on a sélectionné un seul, qui est votre mâchoire inférieure, un seul. Et les trois autres ont été mis au rencard. Pas tout à fait, parce que, en même temps, l'évolution a retenu ces os parce qu'ils avaient en même temps pour fonction de transmettre le son. C'est-à-dire que, vous voyez, je vous disais, vous m'écoutez, ça excite votre tympan. Moi, je m'entends aussi. Mais moi, je m'entends par l'intérieur. Je ne m'entends pas par mon tympan, je m'entends par l'intérieur. C'est-à-dire que ma voix fait vibrer les os et ces os vont jusqu'aux oreilles et font vibrer finalement les tympans. Eh bien, là, c'est pareil. La nature a joué sur le fait que ces os avaient une utilité, qui était de transmettre le son. Et le résultat, c'est que ces os n'ont pas disparu. Ils ont été conservés, modifiés, rapetissés, changés de position, jusqu'à devenir cette chaîne de trois petits osselets qui, dans votre oreille interne, transmet les vibrations. Voilà. Alors, François Jacob, le prix Nobel, avait un mot pour cela. Il parlait du grand bricolage du vivant. Il disait finalement, l'évolution, c'est un bricolage permanent. Alors, je vous donne un exemple pour ça, une analogie. Imaginez un paysan qui n'a pas beaucoup d'argent et qui a besoin de faire une carriole pour porter les bottes de foin. Et il se dit, je ne vais pas aller acheter une carriole ou la faire à côté, ça va me coûter trop cher. Il va dans sa remise et là, il y a une vieille camionnette complètement rouillée qui datait de son grand-père. Il démonte la camionnette et il sort le train arrière qui est en fonte avec deux roues et un axe. Il nettoie tout ça, il s'aperçoit que ça peut toujours fonctionner et donc il prélève cette pièce de la voiture et il soude dessus un plateau et voilà, il a fait une remorque simplement en utilisant les vieilles roues de la voiture. Bon, vous avez tous vu ça à la campagne. Autre exemple, il a un grand bidon d'essence, un grand bidon vide, qui est en train de rouiller dans un coin de la remise. Il prend le bidon, avec une scie électrique, il le scie en deux dans le sens vertical, ça lui fait deux demi-bidons. Il en prend un, il le pose par terre dans l'endroit où il élève ses cochons, et c'est là qu'il mettra la nourriture, c'est l'auge des cochons. Et puis l'autre, il l'emporte dans le champ où il y a les vaches, et là, il mettra l'eau pour que les vaches puissent s'abreuver. Il a fait un abreuvoir et il a fait une auge à partir d'un bidon qu'il a coupé en deux. Voilà. C'est comme ça que procède la nature. Elle utilise toujours ce qui existe pour l'optimiser. Et tout simplement parce que c'est simple. Et comme le mécanisme darwinien est extrêmement simple, c'est simplement des petites variations et qui, au cours du temps, apportent un bénéfice, eh bien, il est beaucoup plus facile de trouver ainsi une évolution à partir de l'existant et de modifier un peu l'existant sur tout ce qui sert peu, comme la vieille voiture rouillée, et de le modifier pour faire autre chose. Voilà. C'est tout simple finalement. Alors maintenant, je vais revenir à Darwin parce que il y a quelque chose qui l'empêchait de dormir. Il l'a dit très souvent, il a passé des nuits noires en pensant à l'œil. Je vous disais à l'instant que l'évolution darwinienne, elle procède par petits pas, par petites touches, par petites variations, par petites modifications. Et c'est la somme de toutes ces modifications qui peut transformer l'être. Par exemple, je vous disais, le raton laveur qui sort de l'eau a le corps qui commence à s'étirer. On voit bien que ça peut se faire génération par génération, après génération. Il devient de plus en plus allongé, il prend une forme de fuseau. Ça peut se faire de façon continue. Mais l'œil, prenez un œil humain. Un œil humain, c'est aussi compliqué qu'un appareil de photo Leica. Il y a un objectif, il y a une mise au point, il y a un diaphragme, il y a un temps de pause ou l'équivalent d'un temps de pause, etc. Et l'œil est capable de s'accommoder à différentes distances. Et en plus, c'est en couleur. Bon. Comment un œil peut-il se faire par petites touches successives et à partir de quoi? Voilà la question que se posait Darwin.
Quand je vous disais qu'il n'avait aucun fossile en dehors de ce pauvre Archaeopteryx, qui en plus était une erreur, il n'avait rien pour prouver l'évolution. Vous imaginez que l'évolution de l'œil, c'était quelque chose d'inimaginable. Et c'était un problème important pour lui. Comme il était très honnête intellectuellement, il avait d'ailleurs dit, si on peut démontrer qu'un œil ne peut pas se faire tout seul à partir de petites variations, eh bien, ceci infirmera ma théorie. Voilà. Il voyait là un point de faiblesse de sa théorie, c'est-à-dire qu'il n'imaginait pas comment l'œil pouvait se former. Alors, on a depuis résolu ce problème. Non seulement on l'a résolu, mais on a trouvé, maintenant, en connaissant les arbres généalogiques des espèces, eh bien, on a découvert au moins 40 créations ex nihilo de l'œil. C'est-à-dire qu'on a trouvé 40 cas d'yeux, le nôtre, celui du chat, celui de ci et ça. On en a trouvé 40 qui ne montrent aucune filiation. C'est-à-dire que, je vais vous dire que certaines méduses ont des yeux. Bon, vous en voyez une là. Mais vous savez très bien que la méduse n'est pas du tout affiliée à l'homme, aucunement. Et donc l'œil de la méduse ne peut pas avoir la même origine que l'œil de l'homme. Eh bien, des cas comme ceci, on en a trouvé 40. On a trouvé 40 sortes d'yeux qui, visiblement, sont apparus différemment. Ces yeux sont très différents les uns des autres. Ici, j'ai mis quelques exemples. L'œil du haut, c'est le chat. Alors, vous voyez qu'il est un petit peu différent du nôtre. Il est vertical. Et curieusement, la verticalité de sa pupille lui permet de voir dans l'obscurité latéralement. C'est-à-dire qu'il a une vision plus panoramique latéralement. C'est un peu paradoxal. On se dit, c'est une fente verticale, mais ça sert à voir mieux latéralement. Grosso modo, c'est quand même la même chose que notre œil. Hein. Un autre qui est différent, c'est l'œil du poulpe. Il est très différent du nôtre et en même temps extrêmement performant. Par exemple, le poulpe arrive à distinguer la lumière polarisée. La lumière polarisée, c'est ce qui est utilisé avec des lunettes quand on voit des films en relief, vous savez. Ben, nous, on a besoin de lunettes pour détecter qu'une lumière est polarisée. Le poulpe, non. Ça veut dire que le poulpe pourrait voir le film en relief. C'est pas mal. Un autre, c'est la coquille Saint-Jacques. Ah, vous savez peut-être pas que les coquilles Saint-Jacques ont des yeux. Ben, si, les huîtres aussi d'ailleurs. Ça veut dire que quand vous les mangez, elles vous regardent. Alors où sont situés ces yeux? Vous ne les voyez pas parce qu'ils sont très petits, mais avec une bonne loupe ou des binoculaires, vous les verriez. Alors c'est simple, ils sont situés à la périphérie. Vous voyez, quand on entrouvre la coquille, les yeux sont fixés sur ces espèces de franges qu'on enlève, on ne les mange pas, qui sont autour de la coquille Saint-Jacques. Et bien dans ces franges, il y a plein de petits yeux. Et c'est normal parce que quand elle veut voir, il faut qu'elle s'ouvre. Et quand elle s'ouvre, eh bien, elle a les yeux qui sont pile à la fente. C'est-à-dire, elle n'a pas besoin d'ouvrir beaucoup sa coquille pour voir. Et l'autre chose, c'est que comme elles sont disposées tout autour, eh bien, elle voit panoramiquement. Alors moi, lorsque j'ai appris ça, ça m'a un peu surpris, surtout que je suis un amateur d'huîtres, j'aurais jamais pensé qu'elles me voient quand je les mange. Mais j'avais déjà remarqué quelque chose, j'avais vu un jour une vidéo où il y avait un aquarium. Et dans cet aquarium, on voit un prédateur de la coquille Saint-Jacques s'approcher. Son prédateur, c'est le poulpe. Le poulpe a des ventouses sur ses 8 pattes, attrape la coquille Saint-Jacques fermée, et il a les ventouses et les bras tellement puissants qu'il est capable d'ouvrir la coquille Saint-Jacques et de la manger. Eh bien, dans cette vidéo, on voit le poulpe s'approcher tout doucement de la coquille Saint-Jacques, et tout d'un coup, la coquille Saint-Jacques s'en rend compte et elle s'enfuit. Alors, est-ce que vous savez comment une coquille Saint-Jacques s'enfuit? Elle s'enfuit très vite. En fait, elle s'enfuit en battant avec son muscle qui est très puissant. Eh bien, elle fait ça et en faisant ça, elle s'éloigne très très vite. Et j'ai vu cette coquille Saint-Jacques s'éloigner et je me suis dit, mais comment a-t-elle détecté le poulpe? Alors, c'est peut-être une odeur, mais les odeurs, ça ne se propage pas très vite dans l'eau. Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, maintenant, je le sais, c'est tout simplement qu'elle avait vu le poulpe. Voilà.
Eh bien, elles ont des yeux très différents des nôtres, des yeux à miroir. C'est-à-dire que la lumière arrive dans l'œil et au fond de l'œil, il n'y a pas la rétine. Au fond de l'œil, il y a un miroir. Ce miroir renvoie la lumière vers un point de focalisation où là, il y a un organe sensible. Alors donc, au lieu d'avoir une rétine étalée comme nous, elle a un miroir étalé. Et par contre, la rétine est rétrécie. C'est totalement différent, hein. C'est une autre philosophie. C'est d'ailleurs amusant parce que on pourrait comparer cela aux instruments des astronomes. L'œil humain est à base de lentilles, en fait une lentille. C'est l'équivalent d'une lunette astronomique. L'œil de l'huître ou de la coquille Saint-Jacques est un miroir, c'est un télescope, puisque dans un télescope, vous avez un tube qui reçoit la lumière et la lumière tombe sur un miroir concave qui réfléchit ça vers un point où on met une caméra ou un oculaire. Alors il y a d'autres yeux que vous connaissez bien, les yeux à facettes par exemple des mouches. Là c'est une autre philosophie, est totalement différente. Pour voir panoramiquement, au lieu d'inventer une rétine qui est en calotte sphérique ou un miroir qui est en calotte sphérique, eh bien là, les insectes ont trouvé une autre idée, c'est de multiplier les yeux. En fait, il y a un œil par facette, et en ayant comme ceci 400 ou 500 yeux qui sont dans des directions différentes, on peut voir panoramiquement. Vous voyez, à chaque fois, c'est une méthode différente. C'est bien la preuve, si vous voulez, que tout ça est apparu spontanément et sans filiation. Alors, il y a quand même un point commun entre tous ces yeux. Et un point commun, c'est qu'il repose sur une protéine qui est sensible à la lumière, qui s'appelle la rhodopsine. Et cette protéine, c'est une molécule, hein. Lorsqu'elle est excitée par la lumière, elle émet un signal électrique. Et donc elle réagit et en captant ce signal par des nerfs, on sait qu'il y a de la lumière quelque part. Alors cette rhodopsine, elle a une origine très ancienne parce qu'on la trouve dans les premières bactéries phototrophes, c'est-à-dire qui ont commencé à s'alimenter par la lumière. Les photons leur apportaient l'énergie. Eh bien, c'était donc chez des bactéries et elles avaient une espèce de capteur de lumière, si vous voulez, grâce à cette rhodopsine. Alors on imagine après facilement qu'un animal, imaginez un poisson qui serait aveugle ou une méduse, puisse sur sa surface avoir un peu de rhodopsine. Ce n'est qu'une protéine, hein. On a plein de protéines partout, on peut très bien avoir à un endroit un peu de rhodopsine. Et que cette rhodopsine détecte la lumière, c'est un avantage extrêmement important pour une bactérie qui se nourrit de la lumière. Et donc, il est très important pour elle de savoir que dans une direction, il y a plus de lumière, parce qu'elle va pédaler dans cette direction. Donc, on peut très bien imaginer qu'une bactérie qui, sur sa coque, présente des protéines de ce type-là est un très très gros avantage compétitif. Et donc, nul doute que le génome de cette bactérie transmettra cette caractéristique. On dit que comme c'est une caractéristique très importante pour la survie de l'animal, on dit qu'elle est fortement sélectionnée. Il y a d'autres caractéristiques qui n'ont pas d'importance. Est-ce que la bactérie est verte ou est-ce qu'elle est rouge, par exemple? Ça n'a peut-être pas du tout d'importance. Par contre, qu'elle perçoive la lumière, alors là, c'est une caractéristique qui va être fortement sélectionnée. C'est-à-dire que les individus qui ont la rhodopsine vont survivre, ceux qui l'ont pas vont mourir. Et grosso modo, c'est ça, hein. Ça va très vite. À partir de la bactérie, donc, cette protéine a été assez courante dans le règne animal. Et ce qu'on comprend, c'est qu'un animal comme une méduse, par exemple, peut très bien avoir à un endroit de sa peau de la rhodopsine qui lui permet de sentir la lumière, et elle peut très facilement fabriquer une espèce de coque de gelée transparente au-dessus qui concentre un peu la lumière, et là elle devient plus compétitive. Vous pouvez imaginer que cette petite couche de gélatine grossisse et devienne un nodule un peu sphérique, et il commence déjà à concentrer la lumière et même à diriger à l'intérieur la lumière de façon à ce qu'on puisse capter d'où vient la lumière. Donc vous voyez comment progressivement peut se constituer l'œil. Et ça, c'est ce qu'ignorait Darwin, mais en fait maintenant on en a la preuve. Parmi les 40, il y a même la méduse, hein, qui est pourtant un animal qui n'a pas de système nerveux. Donc les yeux qu'elle possède peuvent déclencher localement un muscle pour la propulsion, par exemple. Vous voyez, ça reste très très simple.
Alors maintenant, est-ce que la théorie darwinienne explique tout? Non, certainement pas. D'abord, je voudrais dire quelque chose, parce que là, je suis très laudatif sur cette théorie, mais je voudrais quand même dire un inconvénient. C'est que le principe darwinien il explique beaucoup de choses, mais il peut aussi expliquer un peu tout et n'importe quoi. On peut dire, par exemple, pourquoi l'éléphant a de grosses pattes. Ah ben, il a de grosses pattes parce que grâce aux grosses pattes, il pouvait écraser des bêtes et les tuer plus facilement. Vous voyez, j'ai inventé quelque chose. Et c'est parfaitement darwinien. Est-ce que c'est vrai pour autant? Pas du tout. Il a des grosses pattes parce qu'il est gros, c'est tout, et qu'il faut des grosses pattes pour supporter son poids. Mais on peut inventer n'importe quoi. On peut dire après pourquoi a-t-il une trompe? Et là, on va inventer encore autre chose. On va dire parce que dans les marécages, il peut aller chercher tel et tel type de bête au fond. Et c'est faux. On peut inventer tout ce que l'on veut et trouver de bonnes justifications aux choses. Donc, je dirais que c'est une théorie très permissive, si vous voulez. Alors depuis, on a découvert au moins trois mécanismes d'évolution qui sont aussi importants, que je vais décrire très rapidement. Le premier, c'est la dérive génétique. Je vous ai présenté la théorie darwinienne comme étant l'existence de variations nées du hasard et le fait que ces variations soient triées et triées en fonction des caractéristiques propres d'adaptation. Eh bien, il y a des caractéristiques qui ne sont pas triées. Tout à l'heure, je vous parlais de la vue pour une bactérie ou un autre animal. Je vous disais que la vue est très très importante, donc elle est fortement sélectionnée. Par contre, je vous disais que la bactérie soit rouge ou qu'elle soit verte, ça changeait peut-être rien. Ben ça serait une caractéristique qui ne serait pas sélectionnée pour la performance de l'animal. Autrement dit, qui n'a pas de raison particulière d'être retenue. Et pourtant, le hasard fait que la couleur rouge va être retenue. À un moment, vous avez peut-être des bactéries rouges et des bactéries vertes, et puis le hasard fait qu'il y a eu plus de bactéries rouges à un moment donné, que les bactéries vertes sont mortes d'autre chose parce qu'elles se trouvaient plus à un endroit où il y a eu des substances toxiques, et vous avez le rouge qui prévaut. Et ensuite, le hasard fait que le rouge se propage, et finalement, la bactérie est rouge. Elle aurait pu aussi bien être verte. Eh ben, c'est ça, ce qu'on appelle la dérive génétique, c'est le fait que s'imposent des gènes, des caractéristiques, par le seul fait du hasard. Ça n'est pas guidé par l'adaptation de l'espèce. Donc ce n'est pas darwinien, voyez-vous. On estime aujourd'hui que, grosso modo, pour une mutation qui est retenue selon le processus darwinien pour être favorable, pour une qui est retenue, il y en a une autre qui n'a rien à voir, qui est retenue par le seul fait du hasard. Autrement dit, on place la dérive génétique comme étant presque à part égale, si vous voulez, dans l'évolution. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez vu pourquoi. Nous avons 5 doigts. Parce que dans la nageoire de l'Epistle Stage, notre ancêtre, il y avait 5 phalanges. Il aurait pu en avoir 4. Qu'est-ce que ça change pour ramper dans les marais? Il aurait pu en avoir 6. Il en avait 5. Eh bien, nous avons 5 doigts. Mais on pourrait très bien imaginer que le hasard ait fait qu'à un moment, un de ces Epistle Stage ait eu une variation génétique et n'ait eu que 4 doigts. Et si cet individu était plus performant sur d'autres points, ben, il aurait pu prévaloir dans la descendance. Et aujourd'hui, nous aurions 4 doigts. Alors évidemment, les pianistes seraient mécontents. Mais pour le reste, si vous pensez à l'histoire de l'homme, du singe, etc., il aurait très bien pu se débrouiller avec 4 doigts au lieu de 5. Donc voilà ce que c'est que la dérive génétique. Ce sont des caractéristiques que vous ne pouvez pas vraiment expliquer autrement que par le hasard, mais qui finissent par s'imposer parce que de génération à génération, il y en a qui prévalent et puis les mathématiques du développement des espèces montrent qu'elles se développent. Entre parenthèses, c'est la même raison qui fait que dans certains villages coréens, tout le monde s'appelle Kim, ou dans certains villages chinois, tout le monde s'appelle Wang. C'est parce que les prénoms se donnent un peu au hasard, si vous voulez, et ils finissent par s'imposer par le fait des hasards à travers les générations. Deuxième caractéristique qui est importante, moins que Darwin, mais tout de même importante, c'est la symbiose. Bah oui, on parle tout le temps de sélection. On dit les espèces sont en lutte permanente pour la vie, elles se battent et
que la meilleure gagne. Et oui, mais il n'y a pas que la bataille entre ennemis, il y a aussi la symbiose. Et la grande championne de la symbiose, c'est une biologiste qui a développé tout cela dans les années 60-70, qui s'appelait Lynn Margulis. Et Lynn Margulis a écrit un livre qui s'appelle Microcosmos et qui est tout à fait extraordinaire, qui vient d'être édité tellement il est apprécié ce livre. Alors elle a donné beaucoup d'exemples de symbiose, mais le plus frappant, qui a énormément impressionné la communauté des biologistes, c'est qu'elle a montré que dans nos cellules eucaryotes, c'est les cellules dont nous sommes faits, les animaux, les plantes, nous sommes faits de cellules eucaryotes. Dans nos cellules, il y a de petits organes qui s'appellent les mitochondries. Il y en a 2000 dans une cellule. Et que font ces petits organes? Ils absorbent le glucose et ils transforment le glucose en ATP. L'ATP, adénosine triphosphate, c'est une molécule qui se promène dans le corps et qui apporte l'énergie. C'est la monnaie d'échange de l'énergie. Vous allez chez le boulanger, vous payez avec 1 euro. Si dans votre muscle, on a besoin d'énergie, c'est de l'ATP qui va être consommé par les protéines du muscle. Donc c'est la monnaie d'échange de l'énergie qui circule dans le corps et qui est en permanence régénérée par les mitochondries. Elle récupère les molécules d'ATP qui ont été dégradées et elle les regonfle en leur redonnant de l'énergie grâce au glucose. Et elle fabrique en permanence de l'ATP. Eh bien, Lynn Margulis démontre que les mitochondries sont en fait d'origine bactérienne. C'est à l'époque où l'oxygène a commencé à beaucoup se développer, les cellules étaient en difficulté parce que l'oxygène était toxique. Et à l'époque, certaines bactéries se sont habituées à l'oxygène. Et donc, ce que dit Lynn Margulis, c'est que les grosses cellules, comme les cellules eucaryotes, elles absorbent des bactéries, sont capables d'absorber une bactérie. Et en général, quand elles l'absorbent, elles la digèrent. Mais Lynn Margulis se dit, si certaines de ces bactéries étaient favorables, c'est-à-dire apportaient une valeur ajoutée, par exemple, savaient transformer l'oxygène et le glucose en énergie, eh bien, peut-être certaines de ces bactéries ont été tolérées au lieu d'être digérées. Et nul doute que la cellule qui tolérait cette bactérie, qui était donc ce qu'on appelle un parasite symbiotique, les cellules qui toléraient la présence de ces bactéries étaient plus performantes parce que sur le plan de l'énergie, elles étaient capables de traiter beaucoup mieux le glucose et l'oxygène. Et donc ces cellules ont perduré et de plus en plus de cellules ont possédé ces symbiotes qui sont de petites bactéries. Alors ces petites bactéries, elles se sont aussi transformées parce que là, elles devenaient un simple rouage dans la cellule. Elles n'avaient plus besoin de s'alimenter, elles n'avaient plus besoin de se défendre. Et peu à peu, elles ont perdu leur génome. Mais ce qui va à l'appui de la thèse de Lynn Margulis, c'est qu'elles ont toujours un génome. Chacune de ces petites mitochondries, je vous disais qu'il y en a 2000 dans une cellule, chacune a son propre génome qui est tout petit, mais qui fonctionne encore. C'est-à-dire qu'une partie de ses caractéristiques est créée par son génome propre. Voilà pour la symbiose. Maintenant, troisième domaine qui est plus récent, qui se développe beaucoup maintenant et qu'on a découvert il y a quelques dizaines d'années, c'est l'épigénèse. L'épigénèse, c'est une transmission héréditaire, mais qui, curieusement, ne touche pas le génome. Le génome reste identique, mais la façon dont il s'exprime est altérée par des petites molécules qui viennent se coller dessus. Autrement dit, c'est comme si vous prenez un livre et que vous collez certaines pages, par exemple. Eh bien, vous pourrez lire le livre sauf les pages collées. Ou bien, de la même façon, vous pouvez avoir quelque part un marque-page qui ouvre le livre à un certain endroit. Eh bien, il y a des molécules qui ont cet effet à propos du génome, c'est l'effet de masquer certains gènes, les empêcher de s'exprimer, ou au contraire l'effet d'ouvrir le génome sur des gènes privilégiés pour qu'au contraire, ils s'expriment plus facilement.
Donc ça modifie l'effet du génome sans modifier le génome lui-même. Un livre peut être identique mais être lu de façon différente. Par exemple, quand je lisais les romans policiers, à un moment donné, je passais à l'avant-dernière page pour connaître la fin de l'énigme. Bon, ben, c'est une façon de lire le livre qui est pas orthodoxe, mais ça veut dire qu'un livre peut être lu de différentes façons. Voilà, c'est l'épigénèse. Et on s'aperçoit que l'épigénèse imprime des caractéristiques non seulement à l'individu, mais aussi à la descendance. Par exemple, je vous ai représenté là un petit rat. Il y a une expérience très connue qui est un peu sadique. On prend des souris femelles et on les met dans une cage qui est pas très confortable parce que le sol est métallique et de temps en temps, à certains endroits de la cage, il y a des décharges électriques et ça leur fait mal. Et ces petites bêtes, comme elles sont intelligentes, elles essayent de savoir où il faut pas marcher, mais évidemment, l'expérimentateur a organisé les choses pour que les décharges électriques se passent à plusieurs endroits aléatoirement. Et donc la pauvre petite bête, aussi intelligente soit-elle, n'arrive pas à déterminer quels sont les endroits embêtants, dangereux et les endroits tranquilles. Ce qui fait qu'elle est toujours victime. Et à force d'être victime sans pouvoir prévoir où ça se passe, elle devient extrêmement stressée. Alors que fait-on à ce moment-là? On prend ces souris, on les met dans une autre cage, on arrête de les embêter et on met à côté une autre cage de souris qui n'ont pas connu ce sort. Voilà. On a donc deux cages et elles font des bébés. Et là, on examine les bébés. Et ben, on s'aperçoit que les bébés du côté de la première cage, celles dont les mamans ont été stressées, sont eux-mêmes stressés. Le stress s'est transmis. Pourtant, quand on observe le génome de ces descendants, il n'y a aucun changement. Le génome provient absolument du génome des deux parents. Il n'y a aucune modification. Mais maintenant, on sait quelle est la modification. La modification, ce sont ces petites molécules qui se collent au génome et qui font qu'un gène va s'exprimer de façon privilégiée ou au contraire ne pas s'exprimer. Et il y a une transmission comme ceci. Pour vous donner une idée, la transmission n'est pas éternelle, mais tout de même, ce stress chez les enfants, on l'a observé sur 4 ou 5 générations tout de même. Et il y a un exemple humain d'ailleurs de cela. J'ai plus les détails en tête, mais il y a une population de Hollandais qui a été martyrisée pendant la guerre, un village qui a été isolé, où on ne pouvait plus se nourrir à sa faim, etc. Donc des gens qui ont souffert. Et on s'est aperçu que les descendants des femmes qui avaient connu cela avaient des problèmes écologiques notamment. Ils étaient craintifs, ils s'épanouissaient mal, etc. C'est un exemple humain de l'expérience des souris. Voilà, c'est l'épigénétique qui est en plein développement aujourd'hui. On découvre tous les jours de nouvelles caractéristiques qui se transmettent comme ceci. Alors maintenant, question que j'ai légèrement effleurée tout à l'heure, c'est l'évolution darwinienne se poursuit-elle chez l'homme? La réponse est non. L'évolution darwinienne a cessé. Elle a cessé en fait lorsqu'on a cessé d'avoir des prédateurs. Alors vous me direz, il y a toujours des guerres, etc. Oui, mais ce n'est pas du tout propre à un développement darwinien. Si vous prenez les soldats qui meurent actuellement en Ukraine, qu'ils soient du côté russe ou du côté ukrainien, c'est très malheureux, mais ça ne va pas changer le génome des Russes ou le génome des Ukrainiens, parce que à l'armée, vous retrouvez un petit peu toutes sortes de génomes, et ceux qui vont disparaître dans la guerre, c'est un échantillon représentatif de toute la population, et ça ne change pas le génome. Donc il peut y avoir encore des prédateurs, mais ils n'induisent pas de variation du génome. Notre génome est stabilisé. Voilà. Je vais vous donner un exemple de cela. Je l'avais déjà cité, pardonnez-moi peut-être si vous avez entendu cette conférence il y a longtemps. C'est l'exemple du lactose. Dans le supermarché, vous voyez toujours du lait sans lactose pour les gens qui ne digèrent pas le lactose. Le lactose, c'est un produit qui n'est pas digéré par environ 30% de la population. C'est pour ça qu'on a besoin de vendre ça au supermarché. Alors pourquoi avons-nous cette intolérance au lactose? D'abord, le lactose n'était pas toléré chez l'homme préhistorique à partir d'un certain âge qui est l'âge du sevrage. Alors je m'explique. Les hommes préhistoriques allaitaient, ou les femmes plutôt, allaitaient les enfants
jusqu'à un âge avancé, c'est-à-dire jusqu'à 3 ou 4 ans. Mais il ne fallait pas que les femmes soient ainsi éternellement prisonnières de l'allaitement, et donc il fallait que la plaisanterie s'arrête à un moment donné. Et que se passait-il? À peu près vers le moment du sevrage, il y avait un changement génétique chez l'enfant, il y avait un gène qui s'exprimait, et ce gène empêchait la digestion du lactose. Et l'enfant commençait à avoir du mal à digérer le lait de sa maman. Ce qui fait que naturellement, quand on lui proposait d'autres nourritures, il commençait à être intéressé parce que le lait le dégoûtait de plus en plus. Voilà comment ça s'est produit pendant très longtemps. Ça doit fonctionner à peu près chez tous les mammifères aussi, hein. Le sevrage est actionné par un gène et ce gène porte sur une des composantes du lait. On n'a pas besoin de le faire porter sur tout ce qu'il y a dans le lait. Une seule composante suffit, c'est tombé par hasard sur le lactose. Et voilà, intolérance au lactose, ça pousse l'enfant à accepter le sevrage. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est l'invention de l'agriculture. C'est-à-dire qu'à un certain moment, des hommes, ça se passait en Anatolie, en Turquie, ont commencé à domestiquer des femelles de bovidés ou d'autres animaux et à consommer le lait. Et évidemment, là, à l'époque, il y avait sélection naturelle, 10 000 ans avant Jésus-Christ. Eh bien, il est évident que les peuplades qui pouvaient domestiquer ces espèces et qui étaient capables de les alimenter en lait, il est évident que ces peuplades avaient un énorme avantage compétitif. Et là, eh bien, ce gène qui inhibait la digestion du lactose était un gène extrêmement important parce qu'il empêchait de consommer le lait qu'on était capable de fabriquer. Et en plusieurs endroits, on sait que ça s'est produit au moins en 2 endroits, il y a eu une mutation qui a inhibé ce processus qui empêchait la digestion du lactose. Autrement dit, les êtres humains qui disposaient de cette mutation, pouvaient boire du lait toute leur vie. Et bien évidemment, comme cette mutation était très favorable, elle a commencé à gagner toute la population. Pas toute. Ça s'est fait progressivement. Vous savez qu'il faut des milliers d'années pour qu'une mutation s'impose complètement dans le patrimoine génétique, dans le pool génétique. Donc ça s'est fait progressivement. Et que s'est-il passé quand la civilisation s'est développée? Alors, je ne saurais pas vous dire si c'est le 15e, le 16e ou le 17e siècle ou le 18e. Enfin, dans ces périodes-là, on a commencé à manger à sa faim et on a commencé à ne plus avoir de prédateurs. Le chasseur qui allait dans la forêt se faisait pas manger par un ours. Donc, à partir du moment où il n'y a plus réellement de prédateurs, il y avait des guerres, mais je vous ai dit que c'était pas la même chose. À partir du moment où il y avait plus de prédateurs, eh bien, la sélection darwinienne a cessé parce que le fait qu'un enfant court plus vite qu'un autre, par exemple, n'avait pas beaucoup d'importance. Oui, il irait peut-être plus vite au champ pour moissonner, pour faucher le blé, mais c'était pas vraiment déterminant. Un autre qui digère mal la viande parce qu'il a une mutation, en fait, il mangera plus de choux et de pain. Et voilà. Donc, si vous voulez, ces mutations n'avaient plus vraiment d'importance. Et à ce moment-là, l'évolution du génome a cessé. Et à cette époque-là, 30 ou 40% des gens étaient intolérants au lactose. Et déjà, une soixantaine étaient devenus tolérants. Si la sélection darwinienne avait continué, les 60% qui sont tolérants seraient passés à 70, 80, et au bout de quelques milliers d'années, ça aurait été 100%. Mais là, ça s'est interrompu en cours de route. L'évolution darwinienne a cessé chez l'homme. Alors, ça ne veut pas dire que toute évolution a cessé. D'abord, il y a la dérive génétique. Donc, il y a toutes les modifications qui se développent comme ça, Dieu sait pourquoi, qui ne sont pas du tout dues à un processus darwinien. Et puis, vous avez des données sociales. Il est certain que si vous avez la population d'un pays d'Afrique qui est complètement décimée par une guerre et qui est remplacée par la population de l'État d'à côté, c'est un changement génétique. Et s'il y avait des populations parmi celles qui ont disparu qui disposaient d'un gène particulier, ce gène finalement disparaît dans la bataille. Donc il y a encore des évolutions et puis il y a des critères culturels et sociaux. Aujourd'hui, la population est divisée en niveau de vie, elle est divisée en origine ethnique, etc. Et donc tous ces mouvements
entre personnes différentes favorise des évolutions. Voilà, mais ce n'est pas darwinien au sens propre. Pour que ce soit darwinien, il faut qu'il y ait changement dû au hasard, sélection par l'espèce et hérédité. Alors maintenant, un petit aparté sur d'autres mécanismes darwiniens. Il y en a un, ou plusieurs d'ailleurs, mais je vais en citer un, qui est très important dans votre cerveau. Le cerveau fonctionne un peu de façon darwinienne. Alors, je m'explique. Vous avez 80 milliards de neurones, et ce qui est tout à fait étonnant et qu'on ne retrouve pas dans les ordinateurs, c'est la connectivité de ce réseau. C'est-à-dire que chacun des 80 milliards de neurones est connecté à 5 ou 10 000 autres. C'est absolument hyper dense, si vous voulez, comme connexion. Et c'est ce qui explique ce dessin que vous voyez là. Vous voyez énormément de fils, parce que ce sont toutes les dendrites et les axones qui vont d'un neurone à l'autre. Les parties bleu clair sont les neurones. Vous voyez très peu de neurones et vous voyez beaucoup de fils. D'ailleurs, à ce propos, un jour, je me suis amusé à calculer, en fonction de la densité de ces fils, quelle longueur de fil il y avait dans votre cerveau. Eh bien, j'étais vraiment très surpris parce que si on mettait bout à bout tous ces fils, pour un seul cerveau humain, c'est la distance de la Terre au Soleil. Eh oui, 150 millions de kilomètres. Vous avez 150 millions de kilomètres de câblerie dans votre cerveau. Alors vous comprenez maintenant pourquoi il est si difficile d'imiter le cerveau humain avec des ordinateurs, même si l'IA fait des progrès étonnants ces temps-ci. L'IA reste quand même extrêmement inférieure au cerveau humain et ça tient en grande partie à la connectivité du cerveau qu'on n'est pas capable de reproduire dans des ordinateurs. Et ces fils véhiculent des signaux allant d'un neurone à l'autre. C'est là qu'intervient un tri darwinien. Comment se font ces routes, si vous voulez, qui rejoignent les villages que sont les neurones? Eh bien, elles se font un peu par le hasard. C'est-à-dire que quand vous êtes enfant, et ça continue encore à un rythme très modéré chez l'adulte, mais essentiellement chez l'enfant, vous avez un très grand nombre de fils qui se font à chaque seconde. Chez un enfant de 3 ans, c'est 45 000 par seconde. Alors, on ne les compte pas sous forme de fil, on les compte par les synapses. La synapse, c'est le point de contact du fil sur un autre neurone. Mais compter les synapses ou compter les fils, c'est la même chose. Donc, on appelle ça l'exubérance synaptique. C'est le fait que chez l'enfant, jusqu'à 3 ans, et même déjà chez le fœtus, il se crée 45 000 synapses par seconde. Alors, les 45 000 ne subsistent pas. Parce que se passe-t-il quand l'enfant a des sensations? Par exemple, il a la sensation chaude de la caresse de la main de sa maman. Ça crée une sensation, ça excite certains de ces fils, et quand un fil est excité, il se renforce. À l'inverse, tous les autres disparaissent, faiblissent et disparaissent. Donc vous avez un mécanisme darwinien d'une très grande profusion, parce que vous avez 45 000 synapses par seconde qui se créent, et puis seule une partie va subsister, peut-être quelques centaines seulement sur les 45 000 vont subsister, et tout le reste part à la poubelle. Et c'est ce processus accumulé, processus darwinien, accumulé sur des années qui fait votre cerveau actuel. C'est l'historique de tout ce processus de création et de destruction. Alors on imite ce processus, je vous l'avais dit dans une autre conférence, on l'imite dans ce qu'on appelle l'apprentissage profond. C'est la même chose. On crée des réseaux de neurones artificiels qui sont dans l'ordinateur et on crée des liens entre eux. Et on fabrique des liens, on teste ces liens et tout ce qui est inutile, on l'efface. Et on ne retient que les liens qui retiennent quelque chose. C'est comme ça que vous pouvez entraîner une IA sur des radiographies du poumon pour détecter le cancer. Quand elle détecte quelque chose et elle dit là, il y a un cancer, vous lui dites non. À ce moment-là, elle efface les liens qui l'avaient conduite à cette conclusion. Si vous lui dites oui, oui, tu as bien joué, il y a un cancer, à ce moment-là, elle renforce ces liens-là. Et à force d'éliminer et de renforcer, c'est ça l'apprentissage, eh bien, elle finit par retenir et finalement par devenir plus performante qu'un médecin. Alors, je ne dis pas que le médecin est inutile, mais je dis simplement que pour aller vite et pour détecter de très fins détails, l'IA est supérieure au médecin. Et lorsque j'ai vu pour la dernière fois une radiographie du sein, je me souviens qu'il était marqué radiographie réalisée par le professeur machin
et en dessous par l'intelligence artificielle, machin, machin, de l'hôpital Intel. Donc on cite le médecin, on cite aussi l'intelligence artificielle maintenant. Alors voilà un domaine où existe la sélection darwinienne. Existe-t-elle ailleurs, c'est-à-dire existe-t-elle par exemple dans le cosmos? Non, parce que dans le cosmos, il y a des mécanismes de sélection, mais il n'y a pas d'hérédité. Donc on ne peut pas parler au sens strict de système darwinien. Mais il y a quand même des sélections. Je vous en donne un exemple ici qui est intéressant, c'est comment se forment les systèmes planétaires. Dans un système planétaire, au départ, c'est le gaz issu du Big Bang qui se rassemble et en se rassemblant, il se met à tourner, ça fait une galette qu'on appelle le disque d'accrétion, c'est-à-dire un disque où se rassemble progressivement la matière en tournant et la matière tombe de plus en plus au centre. Le centre, c'est là que va apparaître le Soleil. Vous avez donc une zone un peu enflée là au centre qui devient de plus en plus chaude et à un moment, il va s'y allumer des réactions nucléaires et là, c'est la naissance de l'étoile. Là, vous avez une étoile, mais il continue à tourner autour de l'étoile des matières et ces matières, une partie tombe sur le Soleil, mais le reste, qui est stable, qui tourne autour, commence à se trier par des mécanismes physiques. Et c'est ainsi que vous avez près du Soleil des planètes telluriques comme Mercure, Mars, la Terre, et vous avez un peu plus loin des astéroïdes qui sont des cailloux avec de la glace, de l'eau, et vous avez ensuite des planètes gazeuses parce que les gaz ont tendance à aller plus loin. Jupiter, Neptune, Saturne sont des planètes gazeuses. Et puis enfin, au loin, vous avez des comètes qui sont de la glace. Et tout ceci se trie. Donc vous voyez s'opérer une sélection naturelle, mais elle n'est pas darwinienne parce qu'il n'y a aucune hérédité, c'est-à-dire le résultat qu'a trouvé le système solaire ne sera pas transmis ailleurs à un autre système solaire. Donc on ne peut pas parler de système darwinien. Alors je termine maintenant cette conférence par une considération philosophique. La grande question qu'on se pose derrière l'évolution darwinienne ou l'évolution naturelle, c'est une question métaphysique et la science n'y répond pas. La grande question, c'est l'évolution présente-t-elle une finalité? Et en particulier, présente-t-elle une finalité vers la complexité? Alors, je vais vous citer deux personnages. Le premier, c'est Spinoza, qui dit la nature n'a aucune fin qui lui soit fixée d'avance. Alors, moi je suis non-croyant, donc j'ai un peu tendance à croire comme lui, c'est-à-dire que je vous dirais que l'évolution naturelle ne favorise pas forcément la complexité. Elle favorise l'adaptation aux niches. Si pour s'adapter à une niche, il faut de la complexité, alors oui, elle fera de la complexité, mais sinon, elle ne le fera pas. J'ai un exemple pour ça qui pour moi est très signifiant, c'est que avant qu'apparaissent des êtres un peu sophistiqués, disons les êtres multicellulaires, il s'est passé 3 milliards d'années. Pendant 3 milliards d'années, il n'y avait que des bactéries et un peu plus tard des cellules. La cellule est plus complexe que la bactérie, mais enfin ça reste quand même très élémentaire. Eh bien, si la finalité de la nature était de créer de la complexité, peut-on imaginer que pendant 3 milliards d'années, il n'y ait pas eu de progrès dans ce sens? Eh bien, moi je dis que le progrès qu'il y a eu pendant ces 3 milliards d'années n'est pas un progrès vers la complexité, c'est un progrès vers la diversité. C'est-à-dire qu'on a vu pendant 3 milliards d'années les bactéries se diversifier dans tous les milieux. Vous savez, vous l'avez peut-être lu dans la presse récemment, qu'il y a des bactéries qui ont découvert un très bon aliment avec la carcasse du Titanic. Et donc on pense qu'elles en auront fait leur affaire dans 20 ou 30 ans. Il n'y aura plus d'épave du Titanic parce que une espèce de bactérie s'est développée en mangeant le fer. C'est ça, le monde microbien, il est extrêmement adaptable et il crée de la diversité. Donc moi, si vous me demandez mon opinion personnelle, je dis la nature crée de la diversité. Et évidemment, dans la diversité, il y a la complexité, c'est-à-dire qu'à certains moments, un être plus complexe s'adaptera mieux qu'un être plus simple. Alors maintenant, je ne veux pas vous dicter mes idées dans un domaine qui est de la métaphysique et donc où la science n'a rien à dire et où il n'y a pas de preuve quelconque. Et c'est pour ça que je cite un autre personnage qui est Teilhard de Chardin. Et Teilhard de Chardin, lui, disait que non seulement l'évolution darwinienne, qu'il connaissait très bien, il était paléontologue,
non seulement l'évolution darwinienne, mais même l'évolution cosmique. Et c'est ça qui fait que j'admire le personnage, c'est qu'il englobe depuis le Big Bang jusqu'à l'homme tout dans une seule et unique histoire. Et il dit que tout cela, c'est une évolution qui provient d'un projet divin. Et il va même jusqu'à dire vers où va ce projet divin avec sa théorie de la noosphère. La noosphère, c'est la sphère d'information entre les hommes. Et donc il dit que cette noosphère, elle va se développer au point qu'un jour, toute l'humanité partagera la même information. Il appelle cela le point oméga, qui est en fait la fin de l'humanité et qui est en même temps la fusion de l'humanité avec Dieu. C'est intéressant. Si vous êtes intéressé par ces deux personnages, je vous donne deux livres sur Spinoza. Il s'agit d'un roman très très bien fait de Irving Yalom, psychologue américain de renom, qui s'appelle Le problème Spinoza. Et si vous vous intéressez à Teilhard de Chardin, il y a un homme qui a vraiment beaucoup étudié Teilhard, qui s'appelle Gérard Donadieu, et qui a écrit un livre qui s'appelle tout simplement Teilhard de Chardin. Donc je vous recommande aussi ce livre. Voilà, et pour terminer, j'ai l'habitude de vous donner une petite phrase. Alors j'ai ressorti une phrase de Lynn Margulis. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est cette femme qui a vraiment dévoilé l'importance de la symbiose dans l'évolution des espèces. Et je vous livre cette phrase que j'aime bien parce que elle montre toute l'arrogance des hommes. Elle dit la chose suivante. Quand nous observons la vie sur Terre, il est aisé de croire que nous y régnons en maîtres. Influencés par notre conscience, notre société et nos inventions techniques, nous sommes convaincus d'être la forme de vie la plus avancée de cette planète. Même l'immense obscurité de l'univers observable ne nous rend pas plus humbles. Nous voyons l'espace comme un no man's land à pénétrer et à conquérir, tout comme nous croyons avoir conquis la Terre. Voilà, j'aime beaucoup cela et j'ai tendance à dire que les maîtres de la vie sur Terre, c'est même pas l'homme, ce sont les bactéries. Elles sont là en beaucoup plus grand nombre que nous, elles sont en masse inconsidérablement plus importante que nous. Dans une simple cuillerée à soupe de terre, vous avez des centaines de milliards de bactéries. Et puis s'il y a un gros cataclysme sur Terre, nous disparaîtrons. Les animaux sophistiqués disparaîtront. Peut-être subsisteront les insectes s'ils ont beaucoup de chance. Et si le cataclysme est vraiment très important, ce sont les bactéries qui survivront. Elles survivront parce qu'elles sont capables de vivre à 7 km dans le sous-sol, là où elles ne sont pas affectées par la pollution. Et si elles se conservent là, eh bien, elles pourront un jour ressortir. Eh bien, ça sera le point de départ d'une nouvelle évolution darwinienne. Et on peut se demander, est-ce que cette nouvelle évolution darwinienne fera émerger en 4 milliards d'années un nouvel être pensant, ou bien fera émerger tout à fait autre chose? Voilà, eh bien, je vous retrouverai la fois prochaine pour un sujet beaucoup plus ardu, mais je vous rassure, je vais le traiter d'une façon compréhensible, qui est la mécanique quantique. Rien à voir. Ce sera notre prochain sujet. Eh bien, je vous remercie de votre attention et à bientôt. Cette vidéo est tirée de mon livre L'univers mille feuilles. Je vous invite à consulter mon site sur lequel vous pouvez aussi me joindre sur www.mgm-ec.fr.